Et voilà. Donc, lui, par exemple, il stipule, il suggère les portées ancestrales, sa théorie à lui des portées ancestrales. Donc, ce titre n'épuise pas toutes les maîtrises foncières susceptibles d'être reconnues aux Autochtones sur un territoire donné, doit être distingué d'une activité particulière à laquelle les Autochtones peuvent s'adonner. Puis, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que lui-même, il voit aussi qu'il peut avoir un certain litige par rapport au fait que si le gouvernement, disons, a décidé comme un mastoyage de mettre tout le monde dans le même panier, crie Abénaki Montagnais, puis poum, tout d'un coup, 1911, 1921, vous êtes tous des montagnais à cette heure. Ben, c'est là que ça devient litigieux, les droits de chasse spécifiques aux chaque coutume. Parce que là, il y a plusieurs coutumes dans une seule nation. Puis si le gouvernement donne des droits dans un parc à telle nation, ben là, il ne faut pas faire fi qu'il y a trois coutumes. Là. Il y a écrit Innu, Abénaki. C'est là que ça devient un peu compliqué. Et puis, un autre super gros problème, j'ai mis beaucoup de choses sur ce recherchiste-là, mais je ne vais pas trop en mettre là-dessus, parce qu'il est allé quand même assez loin, mais je trouve que c'est des notes intéressantes à considérer quand même pour peut-être d'autres travaux. Parce que lui, c'est vraiment son étude particulière dans la référence qui est là, c'est surtout sur les Inuits, les mœurs et coutumes et pratiques des Inuits. Mais on voit que dans sa vision des choses, ça peut également être global, tu sais. Parce qu'il lui dit la présente étude visera à montrer sur le premier point le passage des concessions octroyées de manière discrétionnaire par les États concernés à la reconnaissance de droits que ces derniers doivent accorder. L'on verra que cette évolution participe de la reconnaissance progressive dans le cadre du droit international de la personne humaine, des peuples autochtones en tant que minorité et de la consécration des droits spécifiques qui en résultent. Fait que c'est jusqu'à un certain point un peu global le survol qu'il a fait, mais il a tenté de focuser surtout sur l'Arctique avec les Inuits. Mais on voit que ça peut s'appliquer à peu près à toutes les nations particulières. Parce que là, il parle des activités de chasse et pêche et d'élevage. Ça va être d'autant plus profond qu'il s'arrime à certains droits fondamentaux, notamment celui qu'ont ces peuples et leurs membres de voir leur identité, leur culture et leur mode de vie préservés. D'où encore la problématique des variantes de certaines nations mixtes en fait d'origine. Fait que la dimension essentielle n'évacue pas toutes les interrogations quant à la mise en application des régimes spécifiques. Les unes concernent l'identification des bénéficiaires. Encore là, c'est ce que je trouvais super intéressant. Est-ce que quelqu'un qui a un père Innu, un père Abénaki puis une mère Innu, a évidemment des cultures différentes parce que le garçon apprend la chasse et la pêche. Non, pas vraiment de sa mère, culturellement, sociologiquement, les hommes partent chasser, tout ça. Donc, ce qu'il apprend en matière de mœurs et coutumes de chasse et pêche, c'est de son père, qui n'est pas Innu. Donc, c'est là qu'on voit que les aspects qui peuvent être litigieux. En 1929, tout est réglé pour l'organisation des conseils de bande. Les écoles résidentielles commencent à la fin des années 30 pour venir mélanger tout le monde. Le monde y revient des écoles résidentielles. Des fois, je fais des généalogies pour des conseils de bande pour vérifier un membre qui veut s'inscrire et tout ça. Parfois, souvent, j'ai des gens de famille Abénaki, entièrement Abénaki, ont zéro ancêtre Innu, mais Ottawa les inscrit comme montagnais à Mastayache. Personne ne comprend. C'est comme un grand mystère que quand on pose la question à quiconque, personne ne peut vraiment répondre pourquoi. Puis Ottawa fait fi de répondre aussi. Il faudrait éventuellement peut-être lancer la question plus officiellement, légalement. Parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des compensations à ces gens-là pour une perte d'identité mélange culturellement. Là. Ça peut amener la confusion. Probablement. Ben, pas probablement, ça l'amène la confusion. Parce qu'il y a ces gens-là qui sont complètement Abénaki, qui n'ont aucun ancêtre Innu. Parfois, ils disent qu'ils se présentent comme des Inuits parce qu'évidemment, ils ont grandi entourés d'Inuits. Mais en même temps, d'une autre vue,
les Inuits traditionnels qui parlent le dialecte traditionnel, ils disent ce ne sont pas des Inuits. Fait qu'il y a une mini-ségrégation qui n'est pas violente du tout, par exemple, parce que tout le monde fait des bonnes choses ensemble, puis tout ça. Là, il y a une collectivité vraiment très participative ensemble. Là. Mais il y a toujours une parcelle, évidemment, un peu plus vers la ségrégation, là, qui sépare un peu les deux. C'est une réalité scientifique. Fait que la nécessité de concilier avec les diverses contraintes sociales et sociétales dévoile des tensions dont on montrera. Bon, là, je ne pas vraiment pour le régime dérogatoire que je voulais en parler, mais pour expliquer les variétés sociales, des activités particulières pour revenir au fait que c'est comme si on mettait tout le monde dans le même panier. Il y en a qui ont des cultures de chasse plus abénakis. Fait que distinguer une activité particulière à laquelle les Autochtones peuvent s'adonner sur un territoire. Mais il est peut-être abénaki, puis il y a des droits Inuits, fait que ça la porte à confusion. Donc, ici, bon, l'enchaînement des décisions rendues, répartition, la qualification et la définition du titre amène, comme on le verra, à établir une analogie des institutions de tradition juridique occidentale. Bon, c'est son aspect scientifique un peu détaché qui était super intéressant aussi parce que des fois, on tente à vouloir uniquement avoir des visions autochtones, mais c'est quand même super intéressant de voir quelqu'un d'observateur, de détaché, qui n'a pas particulièrement d'émotion ou de, 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 de parti pris pour un ou pour l'autre, mais qui fait vraiment une observation scientifique détachée. Puis ça, je trouve ça intéressant de regarder quelqu'un, par exemple, de la France qui connaît absolument rien de particulier dans les mœurs et coutumes du quotidien. Fait que, par conséquent, les diverses lacunes, l'exercice conduit à s'en remettre à des institutions étrangères aux cultures autochtones. Évidemment, la gérance gouvernementale, c'est une culture étrangère qui gère l'institution autochtone. On en est toujours à cette forme de ségrégation interminable-là, le mini-apartheid. Donc, effectivement, lorsque les tribunaux décrivent ce qui constitue le droit unique sur les terres, presque inévitablement appliquer une terminologie quelque peu inadéquate tirée du général des biens, comme on relatait là, depuis le début sur ce cas-là. Voilà. Donc, vraiment, oui, ça c'est un arrêt qu'on... Vous allez remarquer que l'arrêt d'Elgamouk, c'est un arrêt qui est souvent mentionné dans la plupart des décisions autochtones par rapport à des mœurs et coutumes liées à des juridictions. Là. Le juge en chef affirme que le titre aborigène tire en partie son origine des régimes juridiques autochtones préexistants, hors donc des mœurs et coutumes. Fait que, quand même, la mœurs et coutumes est observée et prise en compte, sauf que ça prend toujours des évaluateurs des mœurs et coutumes, puis généralement, les évaluateurs convoqués en cours des mœurs et coutumes ne sont pas autochtones. Fréquemment. On voit beaucoup de spécialistes autochtones qui sont convoqués continuellement en cours quand il y a des litiges entre autochtones. C'est des universitaires académiques pas autochtones qui se basent sur des archives écrites par des colons blancs. Alors, c'est parfois, on sait que c'est les uniques preuves qu'il y a, puis parfois c'est litigieux parce qu'il y a des mœurs et coutumes qui ont toujours été perpétuées de bouche à oreille. Alors, ces deux bases de données-là qui sont contradictoires souvent. Fait que c'est un grand problème, le milieu académique, historique, et la tradition orale. Malgré le désir d'une évolution positive, il y a toujours un litige entre... Là, je parle de Mastoyage parce que c'est le cas qu'on va aborder dans quelques instants. Le gouvernement provincial, quand ils ont fait la création des réserves en 1851-56, Tachereau y est revenu après ça en 1920-1936. Il avait fait les développements ça s'appelait le plan Vautrin. Le plan... il y avait 3 plans de colonisation.
dont le plan Vautrin qui était assez populaire. C'était le développement de Val-d'Or, puis tous ces secteurs-là. Les gens qui défrichaient devenaient propriétaires de la terre qu'ils voulaient défricher. Et puis, euh, ça l'empiétait parfois sur les terres de la couronne. Comme on a vu dans le film de Richard Desjardins, Le peuple invisible, ça l'explique très, 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 très bien. Sur les terres de la couronne, il y a des communautés qui ont été développées par des plans de colonisation du gouvernement, mais c'était évidemment avant les développements de Tachereau, par exemple. C'était un peu avant, c'était plus de 1911 à 1920 à peu près, même de 1900 à 1920. Euh, le peuple invisible et tout ça, là, aux alentours de Val-d'Or. Mais ça s'est en quelque sorte perpétué, mais un peu mieux géré sous le règne de Tachereau. Mais c'était quand même de l'empiètement. Et puis des requêtes continuelles sur des achats de réserves qui n'étaient pas fréquentés par les Autochtones. Fait que ça a été encore de la dégradation de terre de la couronne qui s'est perpétuée là. Lorsqu'un gouvernement s'improvise, les traditions... Ouais, le litige principal, c'est que vraiment une grosse problématique. Par exemple, le Parc du Québec donne des droits de chasse à certaines communautés autochtones qui sont proches. On va voir le nom de la loi tout à l'heure. Mais en réalité, les relations des Autochtones avec l'État, c'est avec la couronne. La loi sur les Indiens, c'est fédéral. Fait que quand le Québec érige une loi ou une norme de juridiction favorable aux Autochtones ou non, c'est un peu nul de nullité. Parce qu'en réalité, les seules relations que les Autochtones ont en matière de droit, c'est avec la couronne britannique. Fait qu'il y a eu des improvisations de lois québécoises pour les Autochtones qui n'ont juste pas été écoutées, puis ça devient un chaos juridique finalement. On va le voir, l'adoption coutumière, entre autres aussi, ça c'est une autre affaire intéressante. Je vais juste sauter rapidement sur ça. L'adoption coutumière a été adoptée au Code civil 2018. Disons que moi, je suis plus capable de m'occuper de mon enfant puis que j'habite à Mastoyache ou à Pessamit. Un neveu, mon oncle ou ma soeur, quelqu'un de la famille ou du cercle rapproché peut adopter mon enfant. T'sais. Fait que le Code civil a ajouté ça. C'est une longue étude. Toutefois, l'adoption coutumière, la vraie adoption coutumière sans le Code civil du Québec, ça n'a rien à voir avec la famille immédiate. Parce que l'adoption coutumière, parfois, c'était un ami. Parfois, l'adoption coutumière, c'était une autre nation. Au printemps, on rencontrait une autre nation. Tu prenais ma fille, je prenais ton garçon. Évidemment, vous pouvez me dire que c'est primitif. Sauf que c'est ça la coutume. C'est que c'est pas la famille directe, l'adoption coutumière traditionnelle autochtone. Mais on voit un peu dans la loi de 1929 où les gens sont assujettis à une formation administrative occidentale qu'il faut dorénavant suivre les mouvements occidentaux de pensée. Donc, l'adoption coutumière est devenue, celle qui est applicable au Code civil, est un peu similaire à cette imposition occidentale-là, euro-occidentale, de la perception de qu'est-ce qui est acceptable ou non. Donc, on va mettre au Code civil que des cousins ou des nièces ou des neveux, quelqu'un de proche, de notre nation, pas de notre nation, par exemple. Fait que le Code civil vient restreindre la réalité de l'adoption coutumière. Parce que dans les registres paroissiaux de 1640 à 1890, on voit souvent, j'ai baptisé même des Noirs. J'ai baptisé un Noir le chef de Oka qui l'a adopté. Des choses comme ça. Alors, des gens de d'autres communautés qui étaient adoptés, intégrés à la nation. Donc, un Blanc, disons, qui serait adopté par un Autochtone, ne serait pas reconnu avec le Code civil en tant qu'Autochtone. C'est arrivé aux États dans le bout de Vancouver, dans les nations de l'Ouest, il y a un Noir qui s'est fait adopter. Et puis, il avait été refusé au tournoi de basketball intertribal
Puis ça avait finalement passé en cours et tout ça aux droits de l'homme, puis finalement ils avaient gagné. Donc cet Haïtien-là avait le statut autochtone. Il a été adopté par des Autochtones, des Dénés, je crois. Et puis, sans spéculer. Mais néanmoins, il a finalement pu jouer dans la ligue de basket intertribale qui lui avait refusé le passage parce qu'il était adopté. Donc, c'est des choses expérimentales jusqu'à date, l'école civile 2018. On va voir si d'autres motions vont être ajoutées au fil des temps. Et puis en même temps, ben, c'est un peu une petite élite médiatique, une petite élite universitaire. C'est un cercle un peu fermé, tout le milieu autochtone. Fait que c'est tout du monde qui se connaisse. Fait que quand quelqu'un arrive avec une nouvelle idée, puis t'es pas dans le petit cercle, souvent, ça marche pas. T'sais. Fait qu'il faut... C'est un peu sectaire, comme dans tous les départements universitaires de toute la planète Terre. Chaque département, un peu, a son... de moins en moins, mais autrefois, c'était vraiment comme ça. On peut dire des cercles fermés un peu. La cause, la grande cause que je voulais vous présenter, qui nous a bien intéressés, moi et Eric, c'était le cas de Jerry Paul, dont le père à Mastoyache. Donc Mastoyache, pour clarifier le tout, c'est une communauté dite montagnaise au lac Saint-Jean, à côté de Roberval, à 10-15 minutes de Roberval. Et puis, autrefois, c'était Wawachwian, Métabetchouan et tout ça. C'était comme tout un peu mélangé, là, mais là, finalement, ça a été bien divisé. Donc, ça s'appelait la Pointe Bleue, autrefois, la réserve indienne de la Pointe Bleue. Maintenant, c'est devenu Mastoyatch. Et puis, c'est là que des Abénaquis avaient été engagés pour défricher la terre quelques années avant que ça soit tout périmétré pour faire la réserve. Jerry Paul, depuis 2018, je vais rendu loin, 2018, 3 causes ont été rapportées constamment parce qu'il il est allé contre la décision. Donc, il fut impliqué dans une cause de litige, descendance mixte d'un père abénaquis et d'une mère Innu, comme beaucoup de gens enregistrés à la bande Innu de Mastoyache. La majorité de ses enseignements de chasse reçus proviennent de son père, son grand-père, ses oncles. Il a également été élevé avec les hommes Innu de sa famille maternelle, par exemple, les frères de sa mère, puis tout ça. Fait qu'il a chassé avec les deux traditions, intrinsèquement, les deux sont en lui, tu sais. Il a donc souhaité renouer avec les pratiques de chasse sur les terres abénaquis en 2018. Il s'est d'ailleurs acheté un terrain là-bas, puis il vit là-bas maintenant. Et voilà. Il s'est fait actionner tout ça pour 8000 $ de frais, aux frais criminels par le ministère des Terres, Parcs et Forêts du Québec pour chasse illégale parce qu'il y a une loi provinciale qui donne un OK aux gens, aux Abénaquis proches de Odanak, Sorel, Bécancour d'aller chasser dans certains lieux aux alentours de la réserve. Mais lui-même est Abénaki, en quelque sorte. Donc, il voulait aller chasser sur les terres de ses ancêtres Abénakis. Ah, et puis d'ailleurs, il habite là. Mais pas dans la réserve, par exemple. Il n'a pas fait un changement de bande administratif. Il est toujours enregistré comme un Innu montagnais de Mastoyache. Donc, le rapport, j'expliquais un peu les ascendances mixtes qui se passaient à Mastoyache, à Pointe-Bleue. Et puis, lorsque finalement le juge a vu le rapport et l'autre partie, qui était le ministère des Parcs, j'ai comme finalement expliqué qu'est-ce que je vous expliquais au départ. Dans les recensements, ils étaient tous recensés sur leur nation originale, soit Innu, montagnais quand c'était le cas, Abénaki, parfois même Malécite, parfois même Cri. Pouc, 1901, 1911, tout le monde devient des Innu montagnais. Donc, lorsqu'ils ont lu le rapport qui est composé en totalité de 150 pages, le ministère a abandonné les charges depuis 2018. Fait qu'il y avait eu déjà 3 présentations en 2018,
Donc, ça a coûté des frais à l'État quand même considérables pour toute l'analyse du dossier, tout ça, puis toutes les procédures. Pas incroyable, mais tout au moins, c'était du temps. Et puis, suite à la révision du rapport, ils ont acquitté monsieur. Et puis, bon, je ne mentionnerai pas le nom des parties, mais le gros de la décision, étant donné que c'est un abandon des procédures, on ne peut pas dire que quelqu'un a gagné ou perdu, mais on dit que si le client souhaite chasser à nouveau à proximité d'Odanak ou de Wolinak, il devra se conformer aux prescriptions de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. C'est une loi québécoise. Et d'où l'abysse, disons, légal, c'est que les Autochtones, les droits coutumiers autochtones sont toujours été gérés par le fédéral. Alors donc maintenant, c'est une loi provinciale qui voudrait gérer en quelque sorte une norme et coutume autochtone sous le joug des juridictions fédérales. Alors donc, monsieur est allé chasser au mois de novembre cette année. Il est retourné chasser. Et puis, les gardes-chasse sont allés le voir. Et puis, il a sorti la décision. Les gardes-chasse n'avaient plus quoi faire. Fait qu'ils l'ont, encore une fois, ils l'ont relaissé. Fait que là, tout le monde marche un peu sur des œufs parce qu'en réalité, c'est un peu comme si la loi québécoise était hors juridiction dans une réalité autochtone traditionnelle de mœurs et coutumes. Donc, il faudrait soit qu'il y ait une meilleure formation des agents des parcs et forêts du Québec sur les mœurs et coutumes des Autochtones, sur les pratiques autochtones, puis tout ça. Mais étant donné qu'il y a juste 2 à 3% d'Autochtones au Québec, ça aussi, c'est un super gros problème. C'est ici qu'il y a le moins de développement. Par exemple, si on va en Ontario, moi, si je vais en Ontario avec ma carte autochtone, je ne paye pas de taxes dans le dépanneur, je ne paye pas de taxes au supermarché, hors réserve ou dans la réserve. Mais au Québec, si j'arrive avec ma carte autochtone dans un... Personne ne sait quoi faire avec ça. Si je vais au Manitoba avec ma carte, tout le monde la prend. Tout le monde la prend au BC, à Vancouver, tu sais. Au Québec, 2-3% autochtones, personne ne comprend rien là-dedans. Puis le monde sont pas mal métissés dans la vallée du Saint-Laurent, fait que, comme moi, j'ai pas vraiment l'air autochtone, tu sais. Moi, c'est ma grand-mère qui est autochtone, comme beaucoup de monde enregistré. Puis moi, personnellement, moi, quand je marche dans la rue, je me dis pas, je suis un autochtone. Moi, j'ai dit, c'est ma grand-mère qui est un autochtone, je suis un descendant. J'ai pas grandi dans une réserve et tout ça, donc je veux rester réaliste aussi. Je veux pas prendre des bourses et des fonds dédiés à des autochtones puis tout ça. Fait qu'il y a aussi tout ça. Une grosse. Beaucoup de gens ont obtenu leur statut en 2012-2013. Ils n'ont jamais vécu en communauté, ils ne connaissent pas vraiment le contexte de dans la communauté. Puis là, pour que tout d'un coup, tout le monde a le statut autochtone, oui, c'est positif, c'est très positif, mais en même temps, il y a un petit côté litigieux dans le sens que il faut être sûr que c'est pas du monde non plus qui viennent abuser ou profiter du système. Fait qu'il il y a toujours les deux côtés de la médaille à observer. Mais dans les règlements, oui, il devra se conformer aux prescriptions de la loi et de ces règlements ou à l'entente concernant la pratique des activités de chasse et de piégeage à des fins alimentaires, rituelles ou sociales présentement en vigueur entre le gouvernement du Québec et les conseils de bande d'Odanak et de Wolinak. Fait qu'il y a une entente particulière avec eux. Sauf que la ségrégation fait en sorte que, parce qu'il est enregistré une autre bande, c'est mœurs et coutumes Abénaki, ça ne marche pas. C'est vraiment compliqué. Puis pourtant, c'est clair, dans toutes les correspondances ministérielles puis les lettres qu'on va voir dans les prochaines slides, tout est inscrit que c'est des Abénaki. Toutefois, il ne déclare pas, il ne spécifie pas de quel village ou de quelle nation, de quelle mission. Mais toutefois, Abénaki, c'est convenable pour dire que, bon, c'est clair, c'est des Abénaki. Ou même si ça serait des Passamaquoddy du côté des États-Unis, ils sont quand même affiliés à la Confédération Abénaki ou Abenaki. Ils ne devraient pas être ségrégés. Mais c'est ça. La position litigieuse, c'est d'associer les gens de bandes qui peuvent être parfois des bandes mixtes, puis que Ottawa et Québec, dans le cas présent, standardisent. Bon, si tu viens de telle bande, tu es de telle nation.
Fait que c'est un peu là que ça va au-delà des mœurs et coutumes, puis de la connaissance vraiment sociologique accrue de de l'historique de chaque nation. Fait que pour l'instant, soit que ce soit la couronne qui devrait gérer ça, ou qu'il y ait une meilleure formation au niveau provincial. Vraiment, une formation plus accrue. Mais c'est pas on voit que c'est pas une priorité du tout pour l'État de s'occuper de 2 à 3% d'Autochtones. C'est pas grand-chose. Ça les intéresse pas tant que ça, vraiment. À moins qu'il y ait trop un regard international sur une situation, là, ils vont s'en occuper. Mais s'il n'y a pas un trop gros regard international, bon, ça va passer. Fait que les conseils de bande, évidemment, depuis toutes les modifications, ben, les conseillers aussi jonglent un peu, marchent un peu sur l'eau, puis souvent, il y en a qui connaissent même pas leur histoire. Fait que c'est compliqué. Fait que quand ils ont décidé de sédentariser Mastéache, ça, c'est un des ancêtres Neptune, la famille Neptune originaire de Boston, qui ont été amenés. C'était des anglicans, des missionnaires anglicans à l'époque, qu'ils avaient amenés pour. C'était leur guide de voyage, puis tout ça. Puis quand on avait vu sur la première photo des diapositives, il était écrit Lake Saint John en anglais, parce que c'était une carte érigée par les missionnaires anglicans. Ou, je ne me souviens plus trop de quel ordre religieux, mais anglican, je crois. Donc ça, c'est monsieur Willie Neptune qui pagayait sur le Saguenay. Fait que pendant presque un siècle, les Inuits de Mastéache engagés pour sédentariser les autres, des contrats de défrichage vraiment de 10 ans, renouvelés. Puis souvent, ça a commencé directement à Pointe-Bleue, à Mastéache, mais il y avait même des secteurs qui touchaient Roberval. C'était un peu chaotique à l'époque, la division et tout ça, avec le municipal et tout ça. Donc, voilà. Fait qu'ils ont été engagés dès 1848, avant l'organisation du périmétrage officiel des réserves. Fait que c'était déjà super planifié tout le coup, là. Donc, les familles Abénaki qui ont été convoquées, engagées, c'était les familles Gill, Paul et Philippe. Les Neptunes, c'est curieux parce que la famille Neptune, oui, ils sont venus, mais côté défrichage, on voit pas beaucoup dans les cartes d'arpentage et tout ça. On voit rien sur les Neptunes parce qu'ils sont finalement devenus des guides dans les rivières en haut. Ils faisaient du portage comme on le voyait en canot. Ils étaient plus en retrait un peu les Neptunes. Plus tard, il y en a qui sont venus marier des Paul, des Gill et des Philippe. Donc le nom Neptune est revenu dans les secteurs fermiers. Donc, après les missionnaires c'est anglicans, c'est les Oblats qui ont pris le dessus sur la mission, sur la gérance et tout ça. Et puis, bon, les Neptunes, parlant d'eux, ils proviennent tous de Jean-Charles Neptune Abénaki, chasseur né à Boston, fils de Louis Neptune, écrit comme ça autrefois, et d'Agnès Neptune. Charles de Boston, il a épousé Cécile Picard, une Huronne de Wendat, une Wendat, à Saint-Ambroise-de-Lorette. Donc, on voit que c'est vraiment mix l'ethnicité des gens là-bas. Divers ancêtres, Charles Neptune ainsi que les Gill, les Paul Philippe, enregistrés dans les recensements, comme je disais. J'ai dit de 1881, mais en fait, c'est de 1851 à 1891. C'est un peu des chiffres, une mauvaise évaluation d'époque. Abénaki, autrefois écrit Abniaki. Il y allait vraiment au phonétique. Fait que dans la colonne ici, c'était donc origine de la race ou de la tribu. C'est très intéressant. Il était écrit Abénaki en de 1851 à 91. Tout d'un coup, de 1901 à 1911, pouc, origine de la race ou tribu, montagnais. Tuc, tuc. Fait qu'ils deviennent montagnais, puis pourtant, c'est la même personne. Fait qu'Ottawa les enregistre officiellement comme ça, malgré le refus des chefs traditionnels Inuits. C'est ce qu'on va voir ici. Alors donc, une requête de la famille Paul, je crois, le 11 avril 1994. Très intéressant à lire.
À l'honorable ministre des Sauvages, Monsieur, nous vous demandons humblement de prendre en considération, j'ai transcrit avec enquis savoir. Premièrement, nous vous demandons si vous voulez nous accepter et nous inclure dans la tribu des Sauvages, vu que nous avons toujours reçu notre prêt comme les Montagnais, malgré que nous sommes Abénaquis, c'est-à-dire nous rentrer et nous traiter comme les Montagnais. 5 ans avant que le terrain fût vendu, nous avons occupé la réserve depuis 15 ans, que nous cultivons sur la réserve. Ça se poursuit. L'agent des Sauvages de la tribu des Montagnais nous a toujours bien traités et rendu justice comme aux Montagnais, et personne n'a fait objection en conséquence. J'espère que vous nous ferez le plaisir, c'est vraiment les vieilles formalités, de nous répondre et espérons avoir une bonne réponse. Vos dévoués serviteurs, 3 frères, Stanislas, Jean et Joseph-Paul, comté du Lac-Saint-Jean. Alors donc, ensuite, une réponse entre le ministère, juste boucher, à Pointe-Bleue, le 28 juillet 1894. Monsieur, relativement à votre lettre du 12 mai dernier, j'ai l'honneur de vous informer que les chefs conseillers et sauvages ne veulent pas que les Pauls Abénaquis ne résident sur leur réserve. J'ai l'honneur d'être, messieurs, votre dévoué serviteur, blablabla. Bla, bla. C'était l'agent des Indiens qui écrivait aux députés des Affaires indiennes. La réponse, ensuite. Monsieur, suite à votre réplique de la lettre du 26 du mois dernier, I have to request... J'aimerais que vous informiez M. Stanislas, Jean et Joseph-Paul que la bande montagnais du Lac-Saint-Jean s'objecte à eux qui est à leur résidence sur la réserve. Or donc, they will have to go. Ils devront quitter à la réserve appartenant à leur bande. Donc, quitter vers leur bande d'origine via qui est celle des Abénaquis. And if they do not remove at once, s'ils ne se déplacent pas pour une fois, finalement, il sera nécessaire que vous preniez les procédures nécessaires sous la provision de la 22e section de la loi sur les Indiens, qui, malgré moi, pardon, ça m'échappe quelle était la 22e section, mais c'est en lien avec les registrants des bandes, là, puis donc, un autre, ça vous allez voir souvent ça dans les lettres des Affaires indiennes, M. Lawrence Van Couganet, c'était le député quasi-directeur des Affaires indiennes qu'on voit dans plein de correspondances. Dans un rapport sur la réserve de la population de Mastoyache du 30 juin 1973, il expose d'emphase sur l'importance que l'agent délégué de la Pointe-Bleue, Otis, lui a exposé la problématique avec les guildes, les pôles qui veulent obtenir la résidence là. Il suggère que des fonds devraient être alloués car les plus hautes instances du ministère devraient considérer l'agriculture comme une ressource importante, considérant des feux qui ont ravagé les zones de chasse environnantes récemment. Le commerce de fourrure fait entre les Montagnais et les commerçants de fourrure incluait la compagnie de la baie du Thon. Puis d'ailleurs, la baie du Thon résidait là avant que la réserve soit créée. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des gens de différentes nations, parce qu'ils venaient tous échanger leur affaire à la baie du Thon. Les cris, quelques Algonquiens. Donc c'est pour ça que ça a fait un petit melting pot. En 51, ils ont dit, ben là, tout le monde qui est ici, à cette heure, vous êtes tous dans Mastoyache. Ensuite, Van Couganet, il explique que les Montagnais ont fait la requête de la création d'une école, réclamant un enseignant. Il mentionne aussi que les relations avec les colons blancs vont de bon train. Mais il poursuit que les Abénaquis sont perçus tels des intrus dans la réserve, selon les Montagnais. Ces chefs font des plaintes relativement à des coupes de vente de bois provenant de la terre de réserve faite par les Abénaquis, plus spécifiquement la famille Gill. Si vous allez dans les archives de Librairie Archives Canada, Bibliothèque Archives Canada, dans Recherche, il y a le cachet Recherche, vous écrivez Abénaquis, Pointe-Bleue, les terminologies comme ça, puis vous allez tout trouver
toutes ces données, ces correspondances ministérielles-là. Donc, Vancouver.net, je vais juste lire la dernière phrase comme il faut, que je vois mal. Ah bon, c'est ça. Donc, Vancouver.net, ensuite, il termine comme ça. Il explique qu'il en ferait peur à son supérieur, là, que les Inuits ne veulent pas d'Abenaki, mais qu'il ne devrait pas s'attendre à une réponse positive, puisqu'il ne s'agirait pas d'une obligation de laisser les Abénakis là. Il poursuit en exposant que les montagnais avaient été satisfaits que ces avis de quitter aient été rendus aux Abénakis, donc les mises en demeure, disons, malgré le comportement récalcitrant de ces derniers, faisant fi des attentes du gouvernement à cet égard. J'arrête là. Donc, voilà pour les. Fait qu'en réalité, c'était un peu chaotique. Ils ont finalement intégré les Abénakis malgré le refus des chefs traditionnels Inuits. Puis les chefs traditionnels Inuits ont été expulsés pour avoir un nouveau groupuscule formé par l'État, plus administratif. Et puis, on voit qu'à peu près vers 1921-1930, il y a déjà des guildes qui sont des guildes Abénakis qui sont présents comme dans le conseil de bande et tout ça. Fait que ça s'est fait avant 1929. Il y a vraiment eu un remaniement graduel de 1888 à 1929. Ça a été plus axé sur les Mohawks traditionnels en 1929, là, avec des mouvements un peu, des manifestations qui étaient un peu médiatisées, tout ça, mais ça s'est fait avant à Mastoyache, selon tout ce qu'on peut voir. Là. On voit ça, c'est Neptune qui était dans un. Il était plus à l'écart, lui, il n'était pas dans le défrichage, lui, c'est vraiment lui qui faisait le canotage, le portage. Il était très très loin, c'était dans les zones d'arpentage. Il était entre Chibougamau puis le Saguenay, puis le lac Saint-Jean. Fait qu'il était vraiment plus éloigné. Puis c'est malheureux parce que dans les correspondances disponibles, ça s'arrête vraiment à qu'est-ce qu'on a, tu sais. Dans mon document, là. Je les ai toutes là, puis ça l'arrête là. Il n'y a comme pas d'entre-deux, là, tu sais. Mais il y en a une que j'ai pas mis. Une des familles Gill est acceptée par les chefs Inuits, mais pas les autres familles Gill. Fait qu'ils en ont intégré une. Fait que peut-être qu'éventuellement, ça s'est tout passé comme ça, mais où sont les correspondances? J'ai pas eu de réponse jusqu'à là. Puis ils sont pas sur le site en ligne de la Bibliothèque Archives nationales. Fait que c'est ça aussi, il y a certains fonds probablement qui ont des choses qu'on n'a pas sur le site web de Librairie Archives Canada. Puis qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi les Abénakis étaient proches? Parce que Crépiel, c'est vraiment pas loin du lac Saint-Jean, tu sais. C'est pas loin du parc des Laurentides. Et puis, en 1951, le gouvernement avait alloué une réserve aux Abénakis en bas du lac Saint-Jean. C'était la réserve de Crépiel. Puis les Abénakis l'ont refusé parce que c'était beaucoup trop loin. C'était pas réaliste dans le temps, pas de voiture et tout ça. Fait que partir de Sorel puis monter au nord du lac Saint-Jean, un petit peu au sud du lac Saint-Jean, c'était plutôt irréaliste comme réserve de chasse. Donc, ils ont obtenu une compensation il y a quelques années. Ils ont, justement, peut-être un petit groupuscule qui était venu observer cette réserve-là, qui finalement s'était fait engager à Mastoyache, tu sais. Potentiellement, mais c'est une spéculation intégrale, tu sais, dans le sens que rien nous dit qu'est-ce qui a amené les guildes là, les pôles, puis les. Tu sais, bon. Mais potentiellement, je me suis dit, c'est une potentialité. Mais je laisse ça vraiment entre guillemets, là. D'où ma question. Y a-t-il un lien avec la proximité du site du lac Saint-Jean et des engagés contractuels à Benaki de la Pointe-Bleue? On ne sait pas. Mais voilà. Ça, c'est les anciens lecteurs de microfilm. Je pense qu'il y en a encore à l'EDM. Je sais qu'il en reste 3 à Concordia qui sont cassés et qu'on ne peut plus imprimer dessus. Puis dans les archives de BANQ, ils sont en train de toutes les éliminer parce qu'ils veulent tout mettre en ligne. À cette heure, c'est des lecteurs un peu plus. Faut que tu amènes ta clé USB. Puis ça prend 15 minutes avant que tu prépares toutes tes affaires pour le downloader sur ta clé USB.
Ça prenait quelques minutes, puis tout était réglé. Mais ça coûtait trop cher d'entretien, fait qu'ils ont tout éliminé les lecteurs microfilms de BANQ, les succursales au Québec. Donc, voilà, c'est ça que j'ai pas mis trop d'emphase sur la cause des Hurons, parce que c'est un peu litigieux. Les gens, ils ont accepté, tout le monde un peu a accepté que c'était la lettre de Murray, représentant le souverain anglais, qui laissait la chance aux Hurons de pouvoir aller chasser et tout ça, qui a eu une répercussion dans les années récentes là, pour le parc des Laurentides. Mais en même temps, c'est litigieux pour une chose, c'est que c'est une archive qui vient d'aucune tradition autochtone, mais c'est une archive occidentale qui est utilisée d'une nation contre une nation. Ça a créé vraiment un grand, grand froid. Puis en même temps, mais dans la logique des choses, c'est la logique des choses. Sauf que traditionnellement, ça vient un peu en... C'est difficile de faire un compromis souvent entre les archives euro-occidentales et les traditions autochtones. Fait que c'est vraiment varié. Il y en a qui accueillent ça volontiers. Et puis il y a d'autres catégories de gens qui veulent vraiment qui rejettent complètement tout ce qui vient des archives historiques occidentales, euro-occidentales. C'est bien complexe. C'est très, très, très compliqué. Puis si vous écrivez Parc des Laurentides, Huron et Inou de Mastoyache, vous allez voir un peu tout l'historique de qu'est-ce qui à chaque année, ils font une espèce de petit rapport. Quelques articles qui mentionnent un peu les froideurs souvent qu'il y a là. Puis c'est ça. Ça l'a pas amené de paix entre personnes que ça soit réglé. Et puis, voilà. Fait que je sais qu'ils sont limités puis qu'ils sont un peu assujettis aux mêmes lois québécoises sur les parcs que monsieur Paul, là, dans le cas les normes de ces lois-là. Mais je vois que les gens de Wendake respectent cette entente-là, puis qu'ils ont un nombre de semaines annuelles qui ont le droit d'aller chasser, puis tout ça, puis les gens suivent ça, et tout ça, puis il y a comme une liste au conseil de banque, puis chacun va s'inscrire avant d'aller chasser, tout ça. Fait les normes sont suivies toutefois, puis tout ça. Fait que c'est vraiment... c'est du cas par cas, chaque problématique territoriale, des fois, qui peuvent être litigieuses d'une communauté à une autre. Mais c'est quand même pas fréquent. Il pourrait évoquer qu'en 1630, quelque chose comme ça, il y a eu un poste de traite, juste un îlot à côté sur Sorel, qui avait été ouvert par des Hurons et par des Montagnais et par des Inuits pour ouvrir un poste de traite, mais les Iroquois sont venus attaquer, mais ils pourraient tout de même invoquer ce secteur-là. Les Abenakis, comme les Mohawks, c'est les seuls qui ont... habituellement, c'est les affaires autochtones qui t'inscrivent à la bande, mais le choix de membership à Akwesasne, à Kanawake, c'est 2 générations à Kanawake. Pour habiter sur la réserve à Odanak, il faut habiter là 2 ans. Faut que ça fasse 1 an ou 2 que tu habites sur la réserve, sinon tu ne peux pas être inscrit. C'est pour éviter que ce soit des gens qui arrivent juste pour avoir des bénéfices. T'sais. Fait qu'ils veulent des gens qui soient intégrés à la communauté. Est-ce que c'est vraiment démocratique? Là encore, c'est une autre question. T'sais. Un individu, c'est un individu. Est-ce qu'il est obligé de prendre part à la collectivité? C'est là que c'est... Pour les droits de l'homme et tout ça, ça peut devenir très litigieux. Fait que c'est vraiment varié. T'sais. Comme moi, par exemple, ma grand-mère et son père est Mohawk. Sa mère, c'est une Neptune du lac Saint-Jean. Fait que matriarcalement, pour être Mohawk, il faut que ça soit matriarcal. Il faut que ça soit de ta grand-mère, la mère de ta grand-mère, et ainsi de suite, parce que c'est des clans familiales matriarcales. Alors, ma grand-mère, sa mère est Inou. Fait qu'elle n'est pas Mohawk, tu sais. Mais moi, j'ai fait un pied de nez volontaire. J'ai été inscrit à ma STH, mais j'ai dit, tiens,
Ottawa, ils me disent que je peux m'inscrire à Master-H ou Kanesatake. Je veux démontrer que cette administration-là de fonctionnariat, c'est une vraie joke. Je les ai appelés, j'ai dit, oui, changez-moi de banque, mettez-moi un Kanesatake à cette heure. Ils ont fait ça, c'était comme un jeu d'ordinateur. Là. Fait qu'on voit que ça n'a rien à voir avec le respect d'aucune tradition. Chose toutefois que Odanak et Kanawake font. T'sais. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de la communauté et tout ça. Tandis que les affaires indiennes, bah, ils inscrivent un paquet de monde qui n'ont aucun ancêtre Inou à Master-H comme Inou. Juste ancêtre Abenaki parce qu'ils sont refusés par Odanak. Fait que c'est vraiment compliqué. C'est un jeu de dames. Et beaucoup marchent sur des œufs là, avec ça. Parce que le droit individuel est rabroué par le refus d'une bande. Fait que c'est complexe, vraiment. T'sais. Le droit de l'homme, le droit individuel de choisir son appartenance, est-ce que ça peut être rabroué par une petite minorité qui est classifiée de conseillers? C'est vraiment complexe. T'sais. C'est extrêmement compliqué. Fait que c'est des choses qu'on va. Puis c'est compliqué parce que vu que c'est une toute petite population autochtone au Québec aussi, on n'entend pas grand-chose. Les feedbacks sortent pas beaucoup de la communauté aussi, tu sais. Il y a comme une. C'est pas une ségrégation volontaire, mais c'est la réalité démographique. Il y a 2-3% d'Autochtones au Québec, fait qu'on n'entend pas grand-chose des Autochtones, tu sais. À part quand c'est quelque chose de gros dans les médias. Ben, outre ça, il y a vraiment des bons échanges qui se passent. Hein. Je trouve que c'est positif, tout ça au moins. Là. Vraiment. Donc, c'était ça. Super. C'était vraiment Merci. c'était la présentation.